Bienvenue, mesdames, messieurs, à votre émission débat 100% Bénin. Le 21 mai dernier, les rideaux sont tombés sur la plus vieille association festive du Bénin, Novicha, ou si vous préférez, la commémoration des retrouvailles des communautés Hula et Huida. Bientôt centenaire, l'édition 2018 de Novicha n'aura pas dérogé à la tradition, notamment la politique de main tendue aux autres communautés constamment prônées. Les vertus de la fraternité et de la solidarité célébrées l'ont été avec les différentes composantes de la société. Associations sœurs, Wemehwe et non-visants, responsables d'institutions de la République, Cour constitutionnelle, Cour suprême, membres du gouvernement, 5 ministres, pour être précis, tous n'ont pas été du reste, acteurs politiques, régimistes et ceux de l'opposition que tout divise, dit-on, ont tous, dans une communion des plus inattendues, marquée d'une pierre blanche, la 97e édition de la dite commémoration. On situera au passage la chaleureuse poignée de main entre plusieurs membres du gouvernement et le président d'honneur de l'USL. Célébration de la fête identitaire Novicha, au-delà du culturel, le tremplin idéal du vivre ensemble ou un appât de plus pour les acteurs politiques. Mesdames, Messieurs, l'instant débat, c'est tout de suite et maintenant. À ma gauche, Mathieu Avléchi, acteur politique, il est responsable de la communication de la coalition Bénin en route. Mathieu Avléchi, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, on peut dire un frère d'âme, lui Lanon, donc la Mabalo, désormais dans l'arène politique pleinement. Il joue sa partition à fond. Récemment, on a vu ces images avec des conducteurs de Tassimoto. C'est la sensibilisation. En tout cas, il nous en dira un petit mot tout à l'heure. Donc la Mabalo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Mathieu, bonjour à tous les téléspectateurs de SICA, vous me présentez très bien. Okay. C'est là le responsable de la communication du parti USL et porte-parole. Donc Clama Abalo suit de plus près le débat politique et apporte aussi son grain de sel. Il paraît qu'il fait partie de cette jeunesse qui portera fièrement le flambeau. En tout cas, nous sommes ici pour parler Novicha, mais aux couleurs politiques. Novicha qui reste une fête identitaire où tout le monde peut se côtoyer. Oui, la 97e édition a vécu, mais aura laissé des images très fortes. Ils étaient là, nombreux et acteurs politiques de tous bords. Je me retourne vers Mathieu Avléchi. Cet événement a retenu aussi votre attention, car je le disais, les partis politiques pro-régimistes y étaient avec des soutiens même des députés. Dites, pourquoi tant d'engouement suscité par une manifestation comme celle-là, de la part surtout des acteurs politiques? Merci Joël. Je pense que cet engouement, comme tu le dis, tient de ce que l'initiative même de la fête Novicha s'articulait autour de la fraternité. Novicha, comme le nom l'indique, c'est la fraternité. C'est déjà le vivre ensemble, mais pas dans ce que nous avons vécu tout le temps. Le vivre ensemble ne se décrète pas, ça se construit. La fraternité ne se décrète pas, ça se construit, se vit. Et donc, c'était déjà ça, l'initiative au départ. Les acteurs, au départ, ont pensé déjà la chose. Et c'était, vous savez, les premiers agents de notre administration coloniale et qui ont pensé, attention, nous avons déjà la chance d'être proches de l'administrateur colonial. Mais quelle fraternité vivons-nous avec nos frères qui sont restés au champ, qui sont restés dans les marchés, qui sont restés dans les parcs, ainsi de suite. Donc le Novicha, c'est le vivre ensemble. C'est déjà l'essence de la chose. C'est ça qui explique l'engouement des hommes politiques. Ils veulent ça. Mais qu'est-ce qu'ils en font? C'est ça vraiment la problématique. On va apprécier. Donc la Babalo, oui, Mathieu Avléchi dit que c'est le concept de la fraternité. Je vais sourire un tout petit peu parce que, oui, il y en a qui disent qu'avec les acteurs politiques, la fraternité compte pour très peu. Je veux simplement vous poser la même question. Pourquoi tant d'engouement suscité par cette manifestation? Bien, je ne vais pas refaire l'histoire. Je crois que Mathieu a suffisamment parlé de l'historique de cette fête. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que moi, je suis un peu dérangé lorsqu'on parle de la politisation des fêtes identitaires. Nous sommes tous béninois. Notre pays est un et indivisible. Lorsqu'il y a un seul d'entre nous qui fête, eh bien, il faudrait qu'il ait la possibilité d'inviter les autres pour qu'ils viennent le soutenir. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. La politique, ce n'est pas la guerre. La politique, c'est un jeu. Et donc, chacun
vient jouer sa partition. Après, les politiques se retrouvent derrière le rideau et disent beaucoup de choses et partagent beaucoup de choses ensemble. Donc, moi, je ne suis pas pour le débat de la politisation des fêtes identitaires. Je pense que les politiques appartiennent chacun à une région et lorsque il y a une activité dans cette région, ils invitent leurs amis qui viennent les soutenir. C'est l'essence de la fraternité. Maintenant, je suis Mathieu dire qu'il faut construire la fraternité. C'est là le vrai débat. Comment est-ce que nous construisons la fraternité chez nous au Bénin? Comment est-ce que nous construisons l'unité? Qui détruit le pays? Qui détruit la fraternité? Qui détruit l'unité? Ce sont les débats qu'il faut faire. Oui, c'est pourquoi on est justement là. Est-ce vrai que le vivre ensemble a du plomb dans l'aile au Bénin? Oui, je crois qu'il faut analyser les choses pour dire que simplement la politique est en train d'entraver l'esprit de fraternité dans notre pays. Il y en a qui ont pris la politique comme un combat, il y en a qui ont pris la politique comme une guerre fratricide, il y en a qui ont pris la politique comme l'instrument pour détruire les uns et les autres, alors que ça ne devrait pas être ça. La politique, dans notre entendement, eh bien, c'est la conquête et la gestion du pouvoir politique, du pouvoir public dans l'intérêt général. Et c'est le sens même de l'opposition que nous menons, parce que nous pensons que ce n'est pas le cas. Nous pensons que les aspirations ont été trahies. Nous pensons que quelques-uns seulement s'accaparent de la richesse nationale et en disposent comme ils veulent. Nous pensons que quelques-uns prennent les outils de l'État pour persécuter d'autres individus, d'autres nationaux. Et c'est tout ça qui dérange. C'est pour ça que je ne souhaiterais pas mélanger la politique avec les fêtes identitaires, mais je souhaiterais quand même dire que la politique telle qu'elle est menée chez nous au Bénin, actuellement, depuis quelques mois, depuis 2 ans plus précisément, la politique telle qu'elle est menée, eh bien, ça ne répond pas à nos aspirations et ça, c'est à dénoncer. Mathieu Avlissi, oui. Vivre ensemble. Je remercie donc là pour son appréciation de la chose, mais ça s'entend que nous ne serons pas sur les mêmes longueurs d'onde. Moi, je pense plutôt que voilà, lorsque nous suivons la gestion de notre pays ces 2 dernières années, il y a l'élan de solidarité qui sous-tend les actions du gouvernement actuel. L'élan de solidarité en ce sens que vous voyez le programme ARCH, le programme qui intègre tout le monde. C'est pourquoi, entre-temps, quand il y avait eu des déperditions, je ne sais pas si j'appelle déperditions, les grèves tous azimuts, la sortie du président a choqué, parce qu'il a tenu des propos qui avaient choqué. Lorsqu'il comparait, oui voilà, est-ce que, je veux dire sur ce plateau qu'en fait, lorsqu'on dit travailleurs, les travailleurs sont en grève, ça me gêne. Vous êtes travailleurs, nous sommes travailleurs, les paysans sont travailleurs, nos femmes au marché sont travailleuses, ainsi de suite. Les travailleurs, c'est les agents de l'État qui étaient en grève. Les travailleurs, il faut un élan de solidarité avec tous les travailleurs du Bénin. Lorsque ça se conçoit en ces termes, avec un programme qui prenne en compte tout le monde, on n'aurait pas, vous avez déploré tout à l'heure dans la revue, le décès de notre jeune frère, notre jeune confrère. S'il y avait un programme qui le prenait en compte de façon plus active, on n'en serait pas venu à cette perte. Et c'est l'élan que nous accompagnons, l'élan de la solidarité. C'est l'élan du groupe que nous conduisons en ce moment-là, que nous construisons. C'est notre groupe. Nous sommes jeunes. La jeunesse est dans la tête. Oui, je suis un peu votre aîné, mais la jeunesse est dans la tête. Je reste jeune. Nous construisons le Bénin pour que ça soit pour tous, pour que le développement soit vraiment partagé. Oui, l'image... Si vous permettez, juste un petit mot. Je souris un tout petit peu lorsque Mathieu parle de la construction de l'élan de solidarité. Je ne sais pas de quoi il parle, parce qu'il invoque l'Arche qui n'a pas démarré jusque-là. Donc on ne peut pas prendre ce programme-là pour essayer de l'illustrer dans l'élan de solidarité, alors qu'au bout de 2 ans, le programme n'a pas été mis en œuvre. Nous avons vu dans ce pays des Béninois aller mourir dans un trou parce qu'ils cherchaient à manger. Vous vous rappelez, un trou, il y avait le feu. Je ne sais pas quel élan de solidarité il y a eu à l'époque. Le jeune dont on parle et dont France 24 a relayé la mort. Vous savez très bien qu'une chaîne locale avait relayé la situation de ce jeune. D'accord? Personne n'a rien fait. L'État n'a rien fait. Donc je ne vois pas... L'information n'était pas parvenue au chef. Comment vous pouvez dire que... Mais le chef doit avoir toutes les informations. C'est pour ça qu'il est chef. Il a des renseignements, il y a des gens qui suivent les organes de presse pour lui. Et donc, on a alerté sur le cas du petit. Mais rien n'a été fait. Le petit était déjà dans le circuit, n'est-ce pas, de l'évacuation sanitaire. Donc, quand on parle de l'élan de solidarité, je me pose la question de savoir à quel niveau il y a eu l'élan de solidarité.
On parle des grèves des travailleurs, mais les grèves sont légales. Les grèves ne sont pas interdites. D'accord ? Et je ne vois pas là où il y a l'élan de solidarité. Lorsque vous avez un président de la République qui vient dire que lui, il est au-dessus du besoin, et que les autres, c'est-à-dire que la population, même si on fait les grèves, la population peut souffrir de toutes les façons. Lui, il est président, il prend l'argent du peuple pour aller se soigner. Je ne vois pas là où il y a l'élan de solidarité. C'est le débat que nous faisons. Et donc, nous sommes d'accord qu'il est temps de construire notre pays, mais on ne peut pas construire le pays dans la division. Mais aujourd'hui, notre pays est divisé. Est-ce que ça, il faut vous faire un dessin pour ça ? Il y a beaucoup d'exemples qui démontrent que le pays est totalement divisé. Et la question de construire le pays, le bâti, cela suppose une conjugaison des efforts, une orientation commune. Il semble qu'à travers cette fête identitaire, les actes politiques se rapprochent chaque jour un peu plus de cette réalité. Mais ça, pour longtemps. En tout cas, quelques images fortes ont retenu l'attention. Mathieu Ablessi, j'imagine, vous l'avez suivi, la célébration qui a ponctué la célébration de Novicha, la 97e édition, nous a fait voir non seulement la cohabitation entre plusieurs religions, mais aussi une certaine cohabitation entre acteurs politiques. Je l'ai dit en introduction, cette poignée de main successives qu'on a observées. Vous, comment l'avez-vous vécu ? Très bien, je l'ai bien vécu. Et je suis heureux que ça se passe en ces termes. Seulement, au-delà de ces poignées de main, il faudrait qu'on transpose ça en action, qu'on transporte en action ces poignées dans les faits, ces poignées de main. Autrement, c'est que ça reste dans des jeux de couloir. C'est ce qu'on n'aurait pas souhaité. Donc là, on m'a dit, oui, les hommes politiques, au-delà de ce qu'on fait, se voient dans... Non, ce ne serait pas des jeux de couloir, des jeux de derrière rideau. Il faudrait qu'ils nous transposent ce qu'ils sont en réalité, pour que nous en jugions à juste valeur. Parce que là, autrement, c'est nous, ils nous trompent. Si ce n'était pas la réalité, si ce n'était pas que ça venait du fond du cœur, si ce n'était pas un élan de fraternité, et que par rapport à ce que j'ai vu là, c'est pas bien. Et c'est ce à quoi nous les exhortons, c'est ce à quoi nous travaillons pour créer une nouvelle génération d'hommes politiques qui vont transposer la solidarité en action. Oui, on a vu hier à travers vos actions, je veux parler de la coalition BD en route, qui dit vouloir créer de nouveaux hommes politiques qui savent conjuguer les efforts communs. Mais est-ce possible ? Quand on évolue dans un environnement qui a ses principes, est-ce que ça ne reste pas juste un rêve ? Tout vouloir, c'est pouvoir. Nous le voulons, nous l'avons initié. Il n'y a pas de main derrière BD en route. C'est notre initiative. Nous fonctionnons sur nos moyens propres. Ça surprend quand on le dit. Personne n'est derrière. Je crois qu'il y a des témoignages que je te fais ici. Personne n'est derrière. Nous suivons, nous pensons qu'il faut faire autrement. Et pour le faire autrement, là, il faut initier. Il faut avancer. Il faut avancer, il faut initier. Ça, c'est l'étiquette propre à BD en route. Mais l'USL est en train de faire aussi sa marche, sa petite marche. Le président d'honneur faisait partie de la grande figure de l'opposition sur les lieux de Novicha. Je parlais tout à l'heure de poignée de main. Il était l'homme qui a partagé ce poignée de main avec les membres du gouvernement, mais sourire aux lèvres. L'homme... Oui, mais beaucoup n'ont pas compris. Qu'est-ce qui vous surprend ? En tout cas, je ne parle pas de moi. N'oublions pas, nous rapportons les propos des uns des autres. C'est une image qui a fait sourire les gens, réjouir les cœurs, mais beaucoup se sont dit en plus, mais ne serait-ce pas juste de la comédie ? Mais vous savez très bien que M. Sébastien Germain-Javon, le président d'honneur de l'USL, est spontané, naturel. Il a toujours été comme ça. Souvenez-vous un peu des images de la campagne présidentielle. Il faisait tout de façon naturelle, de façon naïve. D'accord ? Et donc, c'est sa nature, c'est sa spécificité. Et lorsque vous parlez d'images, moi je revois les images de la campagne électorale 2016, premier, deuxième tour. J'ai vu des poignées de main à Ouida, n'est-ce pas, avec le président Talon et le président Sébastien Germain-Javon. J'ai vu les accolades, mais vous avez vu ce qui s'est passé après. On peut se demander qui a trahi. Et donc, simplement que le président Sébastien Germain-Javon n'a rien fait de nouveau. C'est ce qu'il fait tous les jours. Ceux qui ne l'approchent pas lui font des procès.
procès parce que on critique, et parce qu'on a vu une image à la télé, parce qu'on a vu une expression faciale, on se dit il n'est pas chaleureux, il n'est pas humble, mais c'est totalement le contraire. Et ça, vous avez l'occasion de le remarquer. Même lorsque il a réuni autour de lui des frères, amis, sympathisants, militants, il allait de table en table s'asseoir avec les gens, manger avec eux, discuter avec eux. C'est le sens de l'humilité. Et nous avons besoin d'humilité à la tête de ce pays. Nous n'en avons pas. Et ça, il faut être honnête. Nous n'en avons pas. Et M. Sébastien Germain Javon, puisque c'est de lui que vous souhaitez qu'on puisse parler maintenant, je vous dis ce qui s'est passé là. Je vais poser la question par rapport aux images que j'ai vues. Je représente l'USL ici, donc je dois en parler. Donc je vous dis, c'est sa nature. Rien n'a été prémédité à ce niveau-là. Tout a été spontané et c'est toujours comme ça. Il en sera toujours ainsi. Que ce soit à l'USL, que ce soit à Bénin en route, ça constitue de nouvelles formations politiques sur l'échiquier national qui semblent imprimer de nouvelles marques. Mais comment pouvoir transposer cet idéal-là dans les faits pour que ça puisse impacter? Parce que, apparemment, quand on se réfère à l'histoire, le Bénin ne crée vraiment rien de nouveau. Même les principes qui sont les vôtres aujourd'hui ne sont pas si nouveaux que ça. Au lendemain des indépendances, il y avait des pères fondateurs qui avaient pensé au vivre ensemble, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas duré. Je parlais de Hubert Maga, Roman Débé, Apiti, tout ça, mais ça n'a pas porté de fruits. Aujourd'hui, à la conférence de 90, il y a eu aussi d'autres tentatives. Aujourd'hui, les Béninois continuent par chercher le marque. Est-ce que là, vous ne perdez pas du temps? Oui, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est pourquoi je trouve que l'initiative prise autour de cette fête-là, moi, j'ai trouvé que c'était génial. Tu as pris une très belle initiative parce que le départ, nos parents qui avaient initié cette fête, c'était autour de la solidarité. Ce qui s'était passé avec les trois frères qui devraient gérer ensemble, oui, avec quelques différents. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mettez-vous ensemble, c'est votre chose. C'était un élan de solidarité. En 90, la conférence nationale, c'était toujours un élan de solidarité. Mais qu'est-ce qui se passe à chaque fois pour qu'on avance pas? C'est qu'on ne parvient pas à mettre la solidarité, notre moi en deçà, en deçà de la solidarité. Notre moi nous surpasse. Que nous exhortons. Et c'est ce à quoi nous travaillons. Nous travaillons à ce que la classe que nous édifions aujourd'hui parvienne à mettre la solidarité au-dessus de tout. C'est pourquoi on dit le Bénin avant tout. Le Bénin sur le chemin du développement de la solidarité. C'est l'élan nouveau. J'espère que, oui, nous travaillons à ça. Nous avons la conviction pour ça. Nous allons transmettre cet idéal-là à la formation, à la génération suivante pour que ça se perpétue. Mathieu Ablissi, vous y croyez sérieusement? Votre vis-à-vis a cité deux exemples. J'aimerais bien qu'on en parle très rapidement avant d'évoluer dans le débat. Et il dit, oui, que j'évoque des poignées de main et que lui va un peu bien au-delà. Il rappelle quelques images fortes. C'est vrai, nous les avons vues. En l'écoutant, c'est comme si on revivait ces images. Patrice Talon, Sébastien Diamant. Et puis Flop, tout ça aujourd'hui ressemble à de la comédie vendue à un peuple qui croyait qu'il y a des bains. Voilà, ces hommes ensemble, on pourra souffler. Oui, vous savez... Vous pensez que quelque chose est encore possible? Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. C'est la volonté qui manque. Que les gens y mettent de la volonté. Tout est possible. Ce n'est pas des ennemis. C'est simplement des adversaires. Parce que la politique, c'est un jeu. C'est autour du jeu il faut ça pour que ça avance. Toutefois, oui, des frères d'hier, des coalisés d'hier, qui aujourd'hui se retrouvent adversaires, ça, je dis souvent, je suis en train de faire mon chemin politique. Je veux apprendre, je veux en arriver à me rendre compte que, oui, et donc là, on est très amis, ça fait vieux, que sur des minima, on ne parvient pas à s'entendre, ce n'est pas bien. Je crois que sur des minima, ils devraient parvenir à s'entendre. Pourquoi ils ne s'entendent pas? C'est en leur sein. Ils doivent se voir pour se dire les jeux de derrière rideau dont a parlé donc l'homme tout à l'heure là. Derrière les rideaux là, ils n'ont qu'à s'entendre pour nous présenter une autre image. Nous on veut une autre image pour le développement du pays. Donc Amabalo, une autre image pour le développement du pays. Ceci, c'est l'appel du grand nombre pour sentir un Bénin beaucoup plus uni, pour une avancée certaine vers le développement. Ça aussi, est-ce que ça ne reste pas utopique quand on en parle? C'est vrai que on est en politique, n'est-ce pas? Moi, personnellement, je ne crois pas en la solidarité en politique. Je ne crois pas. Je ne le dis pas au nom du parti politique que je représente, je le dis en mon nom personnel. C'est un jeu d'intérêt.
n'est-ce pas? Et les gens ne peuvent pas, parce que même les systèmes politiques aujourd'hui ne parlent pas de solidarité. Chacun est dans un camp. Donc il y a une mouvance, il y a une opposition, et puis il y a la conquête et la gestion du pouvoir. Quand c'est ça, on ne parle pas de solidarité. Ce qui est dommage, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup trop d'adversité. Et quand il y a beaucoup trop d'adversité, on ne peut pas aujourd'hui dire oui, l'idéal c'est que les gens se retrouvent, que les gens parlent d'une même voix, mais quand on veut ça, on ne pousse pas le bouchon très loin. Et je crois que le bouchon est poussé très très loin. On dit qu'il n'y a rien d'impossible en politique, je le concède, mais en même temps, on construit le possible en politique. On construit le possible. Mais ce qui se fait là n'est pas dans le sens de construire le possible. Ce qui se fait est dans le sens de détruire un homme, de détruire un empire, de détruire un héritage. C'est ça qui se passe. Je sais que Mathieu sait très bien, peut-être qu'il n'a pas envie de donner quelques détails, sait très bien jusqu'où l'adversité est allée. L'adversité dépasse l'individu, touche les entreprises de l'individu, touche les employés de l'individu, touche toute la famille de l'individu. Lorsque vous voulez construire, lorsque vous voulez être solidaire avec quelqu'un, vous n'allez pas jusqu'à ce genre d'extrémité. C'est ça la réalité. Et donc, quand ça se passe, c'est le pays qui prend un coup, c'est le pays qui n'avance pas. Or, ceux qui ont d'abord la responsabilité de faire avancer le pays, c'est ceux à qui nous avons confié notre destinée. S'ils ne le font pas, ils auraient trahi tout un peuple. J'ai le sentiment que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si on rentre dans certains détails, vous comprendrez que à un niveau ou à un autre, il y a au moins quelqu'un qui n'a pas intérêt à ce que les choses s'arrangent. Le président de la République, c'est le président de la République. C'est le président de nous tous, n'est-ce pas? Et donc, s'il veut, lui, le président de la République, les choses vont s'arranger. Mais si le président ne le veut pas, un kidam ne peut, même si un kidam, un citoyen n'importe comme ça, un citoyen lambda le veut, mais si le tout premier ne le veut pas, vous ne pouvez pas avoir de résultat. D'où l'importance de l'humilité en politique. Mais on n'a pas ça. Nous n'avons pas de dirigeants humbles. Et il y a plusieurs exemples qui vous démontrent que l'humilité est un manque criard en politique chez nous, ici, au Bénin. Ça, ne pas le dire serait ne pas rendre service au pays. Nous, on veut bien que les choses puissent s'arranger, mais c'est pas nous seuls qui sommes là-dedans. Voilà. Oui, on ne peut que construire ensemble. Un doigt ne saurait battre le tam-tam du temps vulgairement. Alors, Mathieu Havlessi, de l'animosité, de l'agressivité, vous avez l'impression que c'est désormais le maître mot en politique, où il faille travailler pour changer la donne? Oui, je crois quand même qu'on observe certaines actions dont les éléments de base, les éléments qui pourraient les déclencher ne nous sont pas perceptibles. Et donc, je me dis, c'est plus sur les trop hâtif de porter des jugements. Toutefois, je dis, on devrait pouvoir se mettre ensemble pour construire ce pays. Ce n'est pas dans le rejet de l'autre, ce n'est pas dans le refus de la croissance de l'autre, c'est ensemble qu'on grandit. Et c'est ensemble qu'on se construit. Donc voilà, moi je ne suis pas à l'aise que des amis d'hier deviennent ennemis. Adversaires, c'est encore possible, autour d'un jeu. Mais lorsque le jeu, il ne faut pas nécessairement attendre que le jeu aille à terme avant de refaire, de rebâtir la base. Et donc, j'aurais souhaité que les frères amis hier se retrouvent, construisent ensemble. Nous voulons les voir comme ça. Et c'est ce à quoi nous travaillons, nous. Et c'est un peu les raisons pour lesquelles on est allé vers personne pour dire soutenez-nous à faire ce que nous faisons, parce que nous avons pensé et que c'est ensemble que ça se fait. Qu'ils se mettent ensemble pour être des exemples pour nous, ça nous permettra d'aller plus loin. Tous les problèmes que vivent actuellement les Béninois n'ont de réponse qu'en politique, clament à plusieurs observateurs, que ce soit des questions actuelles de redressement fiscaux par ici, de fermeture d'entreprises par là. La politique a-t-elle vraiment la réponse pour régler ces problèmes? Pour peu que je sois un peu entreprenant depuis environ 6 ans que je suis parti du poste où tu me connaissais, je pense que les redressements, vu l'environnement que j'ai géré et de ce que je constate ces 2 dernières années, ça pourrait, je dis pourrait conditionnel, ça pourrait s'expliquer en partie en direction de certaines personnes, parce que moi j'en ai connu. À mon petit niveau. Quand on est venu, quand on a fait le point, c'est vrai qu'il y avait je veux la marge. Et parce que je veux la marge, je dissimule certaines données comptables. Lorsque ça venait à se déceler, on m'a flanqué quelques amendes à payer. J'ai négocié et j'ai payé petitement. Je crois que
l'environnement antérieur à l'environnement qui se crée actuellement, j'espère que, tel qu'on nous le présente, c'est des actions de planification pour le développement. Si tant est que c'est ça, restons dans cette petite marge-là. Rien ne se fait de façon plate et linéaire. Il faut vivre son temps. Il faut remettre les choses dans leur contexte et fonctionner avec. Le contexte d'hier n'est pas le contexte d'aujourd'hui. J'aurais souhaité que ça ne soit pas très agressif, qu'on permette aux gens de planifier la restitution s'ils venaient à reconnaître que à un moment donné, un peu comme moi je l'ai fait là, j'ai dû dissimuler des données et que bon, je reconnaisse et comme ce qu'on a pris, ce n'était pas au-delà de ce que j'ai vraiment mis de côté. Bon, on fait avec. Mais lorsque ça va au-delà, ça fait de l'animosité. Je ne sais pas le contexte des autres. Mon contexte, c'est ça que je présente pour édifier un peu la chose. Donc la Mabalo. Non, moi je crois que, Monsieur Ablessi, si vous voulez faire l'apologie de la solidarité, vous devez faire également l'apologie de la vérité. Moi, je crois que c'est fondamental. Vous ne pouvez pas parler de solidarité lorsque vous ne dites pas la vérité. Lorsque, je ne dis pas que vous faites économie de vérité, mais lorsque vous ne restituez pas les choses telles qu'elles sont. Vous savez très bien, et ça je le dis, vous savez très bien que tel que c'est fait aujourd'hui, c'est une arme utilisée par nos gouvernants pour persécuter des opérateurs économiques qui n'ont pas la même façon de voir. Et il y a des exemples sont légion. Et ça, vous le savez très bien. Même si les gens du régime eux-mêmes ont l'habitude de dire « Moi aussi, j'ai été redressé ». Oui, c'est vrai, le redressement, c'est normal, n'est-ce pas? C'est un instrument que l'État a pour rentrer en possession de ses fonds et pour, n'est-ce pas, continuer à mettre en œuvre les projets de développement. C'est important. Mais lorsque vous ne nous donnez pas le chiffre d'affaires d'un individu sur 3 ans, et que vous le frappez d'un redressement fiscal de 190 milliards de francs CFA, vous ne pouvez pas nous dire qu'il n'y a pas de problème. Parce que dans votre exemple, on n'était pas encore en 2018, n'est-ce pas? Lorsqu'on a une loi de finances qui a été votée et qui dit que quand on vous redresse et que vous avez envie d'aller à un contentieux, vous payez d'abord tout de même 25% du montant avant d'aller en contentieux. Et vous n'êtes même pas sûr qu'une fois en contentieux, si vous gagnez, qu'on va vous rembourser. C'est même pas évident puisqu'on va vous dire c'est une provision pour le futur. Lorsqu'on a créé cet environnement-là, vous voulez parler de solidarité? Je ne vois pas. Donc tout est mis en œuvre pour que des entreprises ferment. Et c'est clair qu'aujourd'hui, si vous allez, et ça j'ai l'habitude de le dire, il y a beaucoup de dépôts de bilan. Les gens ne fonctionnent pas. L'Assemblée nationale a voté une loi sur l'emploi et tout le reste. Mais sur la base de cette loi, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui licencient. Parce qu'il n'y a plus disponibilité de contrats à durée indéterminée, vous ne pouvez plus en avoir. Alors quand vous avez un environnement pareil, vous ne pouvez pas parler de solidarité. Et il y a des gens qui sont venus sur votre plateau ici, je ne veux pas donner de nom, qui ont fait des émissions après, ils ont eu la visite des inspecteurs des impôts, chez eux et dans leurs entreprises. Et donc, lorsque vous observez ce genre de choses, vous ne pouvez pas parler de solidarité. Les gens vont se défendre. Ceux qui se sentent opprimés vont se défendre. Et quand on a créé un environnement pareil, c'est le pays qui recule. Donc aujourd'hui, tout le monde constate, et vous devez être d'accord avec moi, Bénin en route, même si vous voulez nous faire croire qu'il n'y a personne derrière vous, ça, c'est demain que je saurai. Je ne saurai pas aujourd'hui. Lorsque les législatives vont se positionner, on verra clair. On saura exactement qui est qui et qui fait quoi. Pour moi, c'est très clair, ça. Donc, vous devez comprendre et être d'accord avec nous qu'il y a une persécution à travers l'arme du redressement fiscal. Et ça, c'est une vérité, Joël. Donc moi, je pense que si nous voulons construire la solidarité comme vous le souhaitez, nous devons nous dire la vérité. Lorsque vous ne vous dites pas la vérité, il n'y a pas la confiance. Il y a crise de confiance, il n'y a pas solidarité. C'est ce que nous vivons dans le pays. Il y a une profonde crise de confiance et toutes les couches sociales souffrent. Ne pas le reconnaître, c'est pas juste. Voilà. Oui, c'est tout naturel. Hein. C'est difficile dans tous les ménages. C'est difficile pour tout le monde. Mais je me suis dit, et ça encore c'est une raison personnelle. Oui. Je me suis dit qu'en fait, on ne peut pas remettre les choses dans une certaine norme sans pour autant bousculer des intérêts. Donc c'est la période de transition que nous sommes en train de connaître. C'est une transition, tout va se stabiliser, j'espère bien, dans un avenir très proche, pour que les choses redémarrent. Parce que non, ce que dit Abal Donklam, je suis d'accord, je suis d'avis pour dire, personnellement, je dis, ça fait 1 an que j'ai eu, ça fait plus d'1 an, l'année dernière, je n'ai qu'un seul marché. Je suis en consultance, j'ai toujours dit ici, et j'ai eu une seule étude à faire, l'année dernière. Bon. Et pourtant, ça va bien.
Et pourtant, non, parce qu'en réalité, les choses n'ont pas fonctionné comme ça se passait. Il y a une période de... Il y a un temps de latence qu'on connaît. Et parce que c'est aussi... Je me rends compte, l'étude que j'ai eue portait sur quoi? Sur comment on appelle, la réalisation d'une étude, d'une base de données sur les projets et programmes des ministères sectoriels du Bénin. Et c'est là que je me suis rendu compte que, en prenant les informations à la base, que notre ministère du plan des Affaires étrangères, le ministère des Affaires étrangères n'avait jamais eu un plan stratégique. Jamais. Jamais. J'ai été surpris de constater ça. Donc je dis, il y a quelque chose qui se fait. Le premier est en cours de rédaction. Le premier plan stratégique pour le ministère des Affaires étrangères est en cours de rédaction. Lorsque vous constatez des choses comme ça, vous vous dites, il faut remettre les choses dans la bonne direction. Il faut remettre les choses sur le chemin, sur le chemin du développement. C'est ça un peu. Je ne suis pas commerçant achat-vente. Pour ce que nous savons faire, c'est ça nous vendons. Ce que nous savons faire, c'est ça nous vendons. Nous travaillons ensemble, donc la mémoire, sur des thématiques. Lorsque j'ai besoin de ces services, dis donc, voilà ce qu'on fait ensemble. C'est ce qu'on fait, c'est fait qu'on fait. C'est dans ça que je fais des constats qui me rassurent pour dire, attention, dès que tout ça va finir, ça doit pouvoir démarrer. Mais on ne peut pas continuer comme on était. Ça ne fait pas le développement. C'est ça qui me rassure un peu. Sinon, ne pas reconnaître que ça ne va pas, c'est faire preuve de myopie. Ok, de ne pas reconnaître que ça ne va pas, c'est faire plus de... Non, Joël, je vais vous dire une chose. Quand j'écoute Mathieu à Vlessi, j'ai le sentiment qu'il nous replonge encore dans la théorie des études qu'on continue de faire. Ça va démarrer, les études ont duré 2 ans, on a mis plusieurs milliers de milliards dans les études, il faut patienter, tout ça, mais jusqu'à quand? Le président, lorsqu'il prenait le pouvoir, nous a dit qu'il était prêt tout de suite et maintenant. Et quand vous vous référez à l'histoire, le président Talon n'a pas été étranger à la gestion de M. Boniaï. Non, pas du tout. Sur les 10 ans de M. Boniaï. Vous savez combien le président Talon a fait avec lui? Au moins 7 ans. Au moins 7 ans. Donc quand on dit qu'on était comme ça et qu'il faut que ça change, mais c'est les mêmes qui sont là aujourd'hui. Même autour du président Patrice Talon. Vous voyez des gens qui ont géré avec M. Boniaï. Donc ils sont tous responsables. Et moi, ça seul suffit pour que je n'ai pas confiance en eux. Parce que jusque-là, c'est eux qui ont géré le pays. D'accord? Donc si on était avant dans des problèmes, c'est eux qui nous ont mis dans des problèmes. Et ils ne sont pas qualifiés aujourd'hui pour nous sortir de ces problèmes. La différence maintenant, oui, Mabalo, c'est que l'homme a les commandes en main. Hier, il n'avait pas les commandes en main. Mais c'est ce qu'on pensait, c'est ce que nous avions pensé. Lorsque vous avez écouté le président Sébastien Germéage avant, je reviens sur lui, au congrès de l'USL, il a dit qu'il pensait que 3 années d'exil allaient changer fondamentalement un homme. Et donc finalement... nous constatons que chasser le naturel, il revient au galop. Moi, je n'ai pas d'espoir par rapport à ça. Et vous regardez la gouvernance aujourd'hui. Et donc, si c'est sur l'indicateur d'un plan de stratégie du ministère des Affaires étrangères que mon vis-à-vis se cramponne pour dire qu'il y a de l'espoir, le ministère des Affaires étrangères fait quoi? En fait, c'est la politique extérieure du pays. C'est le chef de l'État qui définit la politique extérieure du pays. Le ministère des Affaires étrangères est là pour exécuter la vision du chef de l'État sur la politique étrangère de notre pays. Donc, le plan stratégique ne reste qu'un plan. Même si le président Boniaï, à l'époque, n'avait pas de plan stratégique, nous avons vu ce qui s'est passé dans le domaine de la diplomatie sous le régime du président Boniaï. D'accord? Sans plan stratégique. Sans plan stratégique. Et depuis 2 ans, si c'est maintenant qu'on est en train de rédiger le plan stratégique, ça veut dire que les 2 ans de gestion de M. Agbenossi, eh bien, ça a été sans plan stratégique. Et il est venu à la télévision nous démontrer que la diplomatie marche très bien. Donc ça veut dire que sans plan stratégique, eh bien, il a fait des résultats. Mais c'est ça, la réalité des choses. Et donc, moi, je pense que nous avons des problèmes dans ce pays, nous parlons beaucoup, nous sortons des plans que nous n'exécutons pas. Le plus important pour nous n'est pas de sortir des plans, mais c'est de poser des actions. Donc, si le ministère des Affaires étrangères, depuis 2 ans, n'avait pas de plan stratégique, ce que le ministre est venu dire, ça veut dire qu'ils sont venus nous baratiner. Et c'est ça que nous refusons, justement, par rapport à la gouvernance actuelle. Mais je suis heureux, finalement, qu'il ait dit que le Bénin va mal. C'est ce que nous disons depuis. D'accord? Même si les gens ne nous le reconnaissent pas, c'est ce que nous disons depuis. Et Bénin en route le dit avec nous. Pour moi, c'est déjà très bien. Mathieu Vlessi, il a parlé de vérité, je dis cette vérité, pour pouvoir faire de la solidarité un acquis sur le terrain. Et là-dessus, il y a eu, par le passé, plusieurs appels, et il y en a encore aujourd'hui, à ce que les Béninois s'asseyent autour d'une table pour penser autrement le Bénin. Pensez-vous qu'aujourd'hui,
on doit aller à cette option où les choix opérés aujourd'hui peuvent permettre d'atteindre l'objectif qu'on vise en appelant expressément à cette rencontre de vérité? Non, de mon point de vue, ce serait encore une rencontre de plus, parce que ce qui se fait n'est pas aussi mauvais que ça. Les actions de planification, pour le moment, je ne dis pas les actions qui déjà impactent la vie, le quotidien du Béninois, les actions de planification que j'observe, dont j'ai été par moments proche, j'ai dit ces actions-là nous permettent de penser que ça pourrait se faire mieux et qu'on n'a pas besoin d'aller vers encore une autre assise de plus pour planifier des actions pour ce pays-là. Et je crois que j'étais revenu quand je parlais de planification, je parlais du décès de notre confrère et parlant de la référence faite au projet Arche. Et c'est quand même déterminant. Un projet de cette envergure-là qui intègre toutes les couches de notre pays, toutes les couches sociales de notre pays. Il faut travailler ça à fond. Ça a été bien travaillé. J'espère que vous avez le document. Parcourez un peu. Quand je l'ai parcouru, ça ne manque pas de coquilles, mais je suis un peu satisfait par rapport à mes parents qui nous donnent à manger à tous, parce que c'est les paysans qui nous nourrissent. Il ne faudrait pas qu'on dise, voilà nos travailleurs, nous col blanc là, quand on va gréver, on peut les laisser mourir, ce n'est pas normal. C'est tout ça que moi j'appelle élan de solidarité qui me rassure, parce que ce n'est pas l'abondance matérielle qui m'intéresse, mais c'est le mieux-être de tous qui est le plus important. Travaillons déjà à ce que le dernier des Béninois soit pris en compte. Ça, je suis satisfait que ça soit pris dans ce projet-là. C'est un peu ça, mon point de vue. Et donc, au vu de ces documents-là, travaillons, avançons, pour évaluer par la suite, parce qu'il y a un plan d'évaluation de ces documents. Avez-vous l'impression que dans les choix opérés aujourd'hui, le plus petit, le plus faible est aussi pris en compte? Dans les projets, dans les programmes, dans les planifications actuelles qui sont en train de démarrer. Et j'espère bien. Parce que je dis, je ne pas reconnaître que les 2 dernières années, ça pressure tout le monde. Ce ne serait pas juste. Et on ne peut pas effectivement construire une nation sans se dire la vérité. Nous sommes en train de naître et nous disons les choses telles qu'elles sont. J'ai fait une séance là, le week-end dernier avec des prêtres qui me disent « Mon frère, ça ne va pas. » Nous sentons. Nous sentons. Parce que c'est quand ça va que les quêtes sont grosses. Si les quêtes s'amenuisent, ça veut dire que ça ne va pas au plan social. Et là, ça ne va pas. C'est des référentiels. Quand mon brandit ça, il dit ça, je ne peux pas continuer à dire ça irait. Mais pour le moment, planifions les actions pour que ça ne soit pas juste de la navigation à vue. Les gens ont toujours navigué à vue et c'est ce que moi je reproche. J'ai travaillé dans un environnement où on était très planifié, on évaluait d'abord l'individu, son action, l'action de son groupe, ainsi de suite. Et c'est au vu de tout ça que vous êtes noté, que vous avancez. Sinon, on vous met dehors. Donc la Mabalo, oui, des indices qui évoquent votre vis-à-vis, qui dénotent de ce que, oui, ça ne va pas, mais ça va pouvoir aller dans les tout prochains jours. Mais aujourd'hui où ça ne va pas, donc la Mabalo, on a vu le président d'honneur à cette cérémonie. Il faudrait qu'on fasse rapidement un petit arrêt sur cette image. On a vu un homme plutôt très joyeux, même dansant, alors qu'on nous a dit que les comptes sont bloqués, les entreprises sont aux arrêts. Une manœuvre entre des 2 alliés d'hier où vraiment il y a problème. En tout cas, beaucoup ne comprennent pas. Je comprends pas. C'est vrai tout ça. On a vu un monsieur plutôt aux anges. C'est quand on dort tranquillement chez soi qu'on fait ce qu'on a vu là. Oh, vous savez, la vie continue, n'est-ce pas? Ah bon? La vie continue, non. Les persécutions politiques ne peuvent pas freiner la vie. Surtout pour quelqu'un qui naturellement débonnaire, quelqu'un qui naturellement danse. C'est pas la première fois que vous le voyez danser. Il y a eu des images ou des vidéos qui ont circulé sur la toile où il dansait déjà, voyez-vous. Et donc, vous voulez que parce qu'on persécute quelqu'un, parce qu'on cherche à l'abattre, eh bien qu'il aille s'enfermer dans sa chambre et qu'il se mette à pleurer ou à réfléchir. Non, pas du tout. C'est l'exemple, encore une fois, comme je vous ai dit, de l'humilité de l'homme. C'est l'exemple que l'homme a compris qu'il est dans un combat politique, et ça ne peut pas freiner sa soif de vivre, ça ne peut pas freiner son élan fraternel avec les frères et sœurs, son élan donc d'expression naturelle de l'être humain qu'il est.
moi, je crois que ce sont des images qui ont rassuré nos militants. Et ça, politiquement, c'est important. C'est important parce que quand vous êtes à la tête d'une troupe et que vous sautez, je ne sais pas, à la première difficulté, vous ne conduisez pas votre troupe vraiment à la victoire. Donc, c'était pour éviter la débandade? Non, c'était pas prémédité. C'est ça encore ce que je vous dis. Nous connaissons des acteurs politiques dans ce pays qui préméditent chacun de leurs actes, qui font derrière la communication qu'il faut. Vous allez constater que c'est pas nous qui avons communiqué sur ça. Pas du tout. Vous constaterez qu'on n'a pas fait de fétichisme autour de M. Adjavan. Les gens étaient très proches de lui, prenaient des vidéos, les balançaient au fur et à mesure sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est possible avec tous les hommes politiques, je ne sais pas si c'est possible avec tous les acteurs politiques, mais nous, on n'a pas vraiment fait de fétichisme autour de ça. Et donc, c'était totalement naturel, c'était pas prémédité du tout. Et ça, comme je vous l'ai dit, ça a rassuré nos militants qui ont compris que oui, c'est un baobab qui tient debout malgré les persécutions. Et quand c'est comme ça, n'est-ce pas, la troupe est solidifiée. Quand c'est comme ça, eh bien, nous avons de l'espoir pour les batailles futures et les victoires futures. Parce qu'il y aura des victoires. Ça, là, c'est clair. Pour nous, c'est très clair. Donc, c'est des images totalement naturelles. Et même si je quitte ce plateau, je vais en partager encore pour que les gens sachent qui est l'homme, pour que les gens sachent qu'il est totalement différent de cette perception lointaine. Vous n'avez pas l'air abattu là quand vous... Non, mais pourquoi? Oui, mais j'ai quitté mes fonctions de directeur de Soleil FM pour faire le combat politique. D'accord? Et donc, quand on entre en politique, comme je vous ai dit, il y a des armes conventionnelles et des armes non conventionnelles. Donc, on rentre dans une arène qu'on connaît et on se débat pour exister. Le président Talon n'aurait pas été président s'il n'avait pas combattu un régime, s'il n'avait pas fait un combat. Donc nous sommes dans le combat, et dans un combat, il vous arrive de perdre des batailles, mais vous ne perdez pas forcément la guerre. Donc nous, on est totalement optimistes. L'espoir que nous avons, n'est-ce pas, c'est de changer les choses. Ce n'est pas le même espoir que M. Mathieu Ablessi. Lui, il a l'espoir que le régime actuel va changer quelque chose. Nous, on n'a pas cet espoir-là, parce que pour nous, le régime, pour 5 ans, 2 années d'accalmie sont passées, les 3 prochaines années, ce ne sont que des élections. Je ne vois pas comment est-ce qu'on réalise des choses dans un environnement pareil. Ça, c'est ça la vérité aussi. Donc nous, on est totalement tranquille. Et on pense que l'avenir est certain pour l'Union sociale libérale et ses militants. Le Bénin en route, c'est aussi pour l'avenir que la coalition travaille aujourd'hui. Les défis de demain, comment s'annoncent-ils? Tout est mis en place pour que, à l'échéance de l'installation des députés, si les élections venaient à être couplées par rapport aux mairies, j'allais dire, hein, les députés... C'est un souhait, le couplage des élections? Je ne sais pas. J'apprends que ça, les élections pourraient être couplées. Je ne sais pas. Non, vous devez savoir, puisque vous êtes proche du pouvoir. Nous accompagnons le pouvoir, je dis. Ben voilà, vous accompagnez le pouvoir. Nous ne sommes pas dans le pouvoir. Oui, mais quand vous dites qu'il y a... En même temps, quand vous dites qu'il n'y a personne derrière vous, vous accompagnez un pouvoir, n'est-ce pas? Et vous devez... Le coordonnateur de Bénin Route est bien évidemment au niveau de la présidence de la République. Nous le savons. Donc, il ne peut pas faire des actions sur le terrain sans que le président de la République ne puisse l'accompagner. Non, cher ami, je crois de toute façon, lorsque vous allez sortir votre liste, on verra bien. On saura exactement de quel bord politique vous êtes. Non. Bon, je travaille hier, je suis rentré très tard, je t'ai appelé très tard dans la nuit. Je suis dans les rencontres pour faire notre liste. On travaille à la chose. Et vous allez constater, c'est des visages nouveaux. Mathieu Ablessi, donc là, Mabalo, le temps est presque parti. Nous parlons du vivre ensemble qu'incarne le Novicha, où différents acteurs politiques ont coutume à se donner la main. Ça s'est fait, 97e édition, c'était pas donné d'avance. On ne va pas se quitter que sur cette note très rapidement parce qu'il ne nous reste que 3 minutes. Vous allez nous dire le regard qui est le vôtre par rapport à l'un des leviers importants de la démocratie. Il s'agit de la presse. Certains confrères le disent, c'est beaucoup la peur, mais aussi la mort dans l'âme qu'ils ont appris qu'il y a un organe, pas des moines, qui vient encore d'être suspendu. La Nouvelle Tribune. Pour l'acteur politique, avez-vous envie de dire? Eh oui, ça, je crois que pour quelqu'un comme moi qui côtoie la presse, je ne peux pas l'applaudir. Toutefois, c'est la HAC, l'organe suprême de gestion qui a prononcé la sanction. Je suppose et je présume que c'est juste, la sanction est juste, est venue par rapport à une faute avérée.
Et si c'était ça, on ne peut que demander la clémence de la Haute Cour de justice pour que cette sanction ne perdure pas. Merci, oui. Non, Donc, non, Lamabalo. je ne suis pas d'accord. Vous devez lire la décision. Vous ne pouvez pas parler de faute. La HAC, ce n'est pas un tribunal. La HAC n'est pas un tribunal. Et ce n'est même pas la HAC. C'est le président de la HAC. C'est une mesure conservatoire. Lui seul, comme il l'a fait dans le cas de Soleil FM, comme il l'a fait dans le cas de CKTV. Heureusement qu'il n'a pas posé des scellés, il ne peut pas, parce que CKTV l'a fait condamner à 50 millions, n'est-ce pas, pour ça. Donc il a compris la leçon, voyez-vous. Donc c'est pas un tribunal. Vous ne pouvez pas, en tant qu'acteur politique, vous devez dénoncer ce genre de choses, mais de façon vigoureuse. La presse est un pouvoir. Et si on fragilise la presse dans une démocratie, on aura tout fragilisé. Et donc, lorsque vous lisez les raisons pour lesquelles la Nouvelle Tribune a été suspendue, vous comprenez que c'est de l'acharnement. On parle de vie privée du chef de l'État, on parle de titres sur une longue durée consacrés exclusivement contre le chef de l'État, alors qu'il y a dans le même temps des journaux qui, dans la même période, écrivent contre d'autres personnes. On ne leur dit rien du tout. Vous ne pouvez pas défendre ce genre de choses. Je crois que si vous voulez la solidarité, vous devez être dans la vérité. Et ça, c'est important de vous le rappeler, M. Ablessi. Donc, je pense qu'il faut faire un banc à tous les travailleurs de la Nouvelle Tribune, encourager les travailleurs de la Nouvelle Tribune, parce que ceux qui ne savent pas, ils ont fermé la Nouvelle Tribune. Mais M. Vincent Folly, c'est maintenant qu'ils l'ont libéré. C'est pas que les journaux. Nous sommes dans une société de l'information. Et donc on ne pourra pas bloquer l'info. La HAC peut tout faire. Elle ne bloquera pas l'information. Et les confrères, enfin, les journalistes, doivent se lever. Parce que c'est la première fois de ma vie, j'ai quand même fait 20 ans dans ce métier, la première fois que je vois une ONG comme Reporters sans frontières sortir des résultats pour que des professionnels des médias combattent Reporters sans frontières. Je n'ai jamais vu ça quelque part. Mais c'est inédit. Donc, Lamabalo, merci. Le sujet, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, c'est aussi d'intérêt. On vous offrira sans nul doute nos prochains plateaux pour Mathieu Ablessi. Ce fut un plaisir de vous savoir toujours disponible. Donc, Lamabalo, merci aussi pour les contributions de l'acteur politique. Mesdames, messieurs, 100% Bénin, c'est tout. Pour le numéro du jour, je vous fausse aussi compagnie, mais ce sera sur ces citations d'Antoine de Saint-Exupéry. Je le cite. On est frères en quelque chose et non frères tout court. La fraternité, elle se noue. Le seul sacrifice qui vaille, c'est bien celui qui compte quand on pense à l'autre avant d'agir. Elle se noue aussi dans le don commun à plus vaste que soi. Penser uniquement à soi avant d'agir reste criminel. Et c'est aussi nouer et donner un coup fatal à la fraternité. Mesdames, messieurs, à chacun d'opérer le choix qui compte pour lui. Merci pour l'attention et à demain.